Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. La marche des retraités, leur grief contre l'IPRES est relatif à leur pension qu'ils jugent modique. Ils exigent l'audit de l'IPRES et la démission du PCA. Mamadou Racine, si dans ce journal vous aurez également la réaction de la direction générale de l'IPRES. Pratique illégale de la médecine au Sénégal, il y a danger dans le dossier de ce midi. Nous avons donné la parole aux acteurs de la santé, aux organisations de défense des consommateurs. Le projet de train express régional du président Macky Sall, critiqué par Cheikh Tidiane Gadio, c'est inopportun au regard des priorités en matière d'emploi d'après l'ancien ministre des Affaires étrangères qui suggère un programme express régional pour les jeunes du Sénégal. Et puis, la communauté mouride se souvient de Serigne Saliou Mbacké, 9 ans après la disparition du 5e khalife général des Mourides. Georges de Tchédio, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Situation en Gambie, une note discordante au sein de la CEDEAO. Le président guinéen Alpha Condé contre une intervention militaire si Yaya Jammeh refuse de quitter le pouvoir. En République démocratique du Congo, reprise dans les prochaines heures du dialogue initié par les évêques. Libération hier de plus de 10 militants du mouvement Lucha. Donald Trump, Denis Sassou Nguesso, pas de rencontre, un démenti du camp du président élu des États-Unis. Malal Junior Diagne, la page des sports, ce sera avec vous, mais les titres. Du basket essentiellement avec le début de la 5e journée du championnat national chez les filles. L'attraction reste l'affiche qui va opposer l'AS Ville de Dakar à l'équipe de Saint-Louis Basket Club. Le basket, c'est également la finale du tournoi national des jeunes. Les compétitions démarrent à partir de 15h. Le ministre des Sports va faire également d'importantes déclarations à Marius Ndiaye. Cannes 2017, le Gabon dévoile la liste de ses 23 panthères pour défendre ses couleurs. L'entraîneur national s'est fixé comme objectif de gagner la CAN devant son public. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h20. Vous pourrez suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye en fin d'édition ou avant de clôturer donc cette édition. Il y aura la rétroculture. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les personnes retraitées étaient dans la rue ce matin. Une marche qui avait pour objectif de dénoncer la modicité de leur pension. Les retraités exigent l'audit de l'IPRES, la démission du PCA Mamadou Racine Sy ou la revalorisation de leur pension. Leur message est destiné au chef de l'État, Mantouré. L'image du jour qui ne laisse personne indifférent. À la place de l'obélisque, chapelet, boubou traditionnel, chéchia, visage ridé, marche clopin, béquille, des cheveux blancs à la calvitie. Ils répondent à l'appel du troisième âge, du jamais vu. Il est établi que dans l'histoire du monde, jamais des personnes âgées ne se sont jamais réunies pour organiser les marches. L'IPRES est une manne. Où est cet argent? Ils se sentent manipulés, volés, appauvris. Les sociétés financières là, immobilières plutôt, qui fabriquent les maisons là, les 1000 logements d'enfants, les HLM, ici aux HLM, c'est des sociétés appartenant au PCA. Et ça, le temps de mode c'est combien? On est déjà pauvres et ils veulent nous appauvrir de surcroît. Or, les retraités, ils ne sont pas représentés au conseil d'administration. Parce que les centrales syndicales qui nous représentent au conseil d'administration, c'est pas de notre avis, c'est pas à cause de nous qu'ils sont là-bas, ils sont là-bas pour eux. À Racine Sy, ils disent c'est un corrupteur, c'est pas autre chose. Mais parce qu'on a vu des gens qui se prennent pour les avocats de l'IPRES. Les responsables qui sont là-bas, chaque vendredi, on leur donne 40 000 francs pour frais de transport. Chaque conseil d'administration, on leur donne 180 000 francs. Sans compter les billets de mec. Aux syndicalistes, ils affirment et qui ne défendent pas les retraités. Pour ne pas les nommer, en l'occurrence, Guiro et Madame Sok. Alors que nous sommes retraités, à Macky Sall, il rétorque. Ces vieillards sont tristement sur place. Ils ne peuvent même pas marcher jusqu'à la RTS. Avec ce temps poussiéreux, ils avancent dignement pour réclamer leurs droits, disent-ils. Il y en a un. C'est son fils policier qui encadre cette manifestation. Il nous le montre du doigt et c'est à peine s'il peut cacher une larme indisciplinée qui s'échappe de ses yeux. Vous aurez la réaction du directeur général
de l'IPRES, certainement dans notre édition de 13h. L'élément n'est pas encore en place. C'est pour cette raison. Les vols de véhicules ou de pièces sont très fréquents. Les malfaiteurs n'ont plus besoin de défoncer la portière, mais utilisent des clés ou des mécanismes qui sont seulement à la portée des connaisseurs. Propriétaires et mécaniciens se prononcent dans ce reportage signé Sornan Atambaï. Tanor est mécanicien. Combien, comme lui, maîtrisent le fonctionnement et la sécurité des voitures? C'est l'œuvre de personnes qualifiées qui connaissent parfaitement les voitures. Moi-même, on a volé le catalyseur de mon véhicule. C'est un pro qui l'a fait. Sans bruit ni témoin, des voleurs réussissent à démonter des pièces, ouvrir une voiture et disparaître dans la nature. Pape Diop, chauffeur de taxi, confirme. Ce sont soit des mécaniciens, soit des chauffeurs chevronnés. Ils ont des clés passe-partout et peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Pour Maudo, mécanicien également, le durcissement des peines est essentiel pour réduire ces vols. Les voleurs doivent subir de lourdes peines. Comme ça, et les autres vont réfléchir 2 fois avant de commettre un tel acte. Tanor, lui, opte pour un assainissement du secteur et une confiance absolue entre le propriétaire et son mécanicien. Il faut bien connaître une personne avant de lui confier sa voiture. En plus, les garages mécaniques ne sont pas réglementés. Pour beaucoup, aucun endroit n'est sûr. Laisser un ordinateur, une enveloppe ou un autre objet peut être comme une incitation au vol, même si certains pensent être à l'abri. À présent, l'Ordre national des médecins du Sénégal, qui se plaint de la pratique illégale de médecine dans notre pays et interpelle les autorités de la santé. Le ministère de tutelle réagit en faisant savoir que la justice est en train de traiter des dossiers dans ce sens. Les défenseurs des consommateurs, eux, pour leur part, veulent que ce phénomène cesse. Awambaï. Pratiquer la médecine dans la clandestinité, pour ne pas dire l'illégalité, c'est la porte ouverte aux complications, aux risques périlleux pour les populations. L'Ordre des médecins du Sénégal a toujours tiré la sonnette d'alarme et il le réitère par la voix de son secrétaire général, Dr Joseph Mendy. Ceci veut dire que la qualité des soins peut être remise en cause. C'est-à-dire les patients peuvent recevoir des soins qui ne correspondent pas à leurs besoins de santé. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir un médicament que vous ne devez pas prendre. Vous pouvez recevoir aussi un traitement des analyses, des traitements qui ne correspondent pas à votre situation de santé. Des cabinets médicaux qui poussent comme des champignons assimilables à des microbes qui se développent à une vitesse inouïe. SOS Consommateurs interpelle le ministère de la Santé et l'Ordre des médecins du Sénégal. Maître Massorna Kane met le doigt sur la plaie. Avertir les populations ne peuvent pas savoir quels sont les médecins diplômés qui sont inscrits à l'ordre régulièrement et qui sont en règle et ceux qui ne sont pas inscrits. Donc ça, les populations ne peuvent pas le savoir. Un cabinet médical, c'est un cabinet médical. Quand ils ont mal, le cabinet est accessible, ils y vont. À côté des sociétés médicales déguisées, Maître Massorna Kane cite une autre dérive, l'occupation des médias par les tradipraticiens qui, eux aussi, exercent illégalement la médecine. Parce que vous avez vu à travers les médias, à travers la télé principalement, tous les tradipraticiens qui font de l'exercice illégal de la médecine. Et le fait que les télévisions fassent passer ces publicités, c'est une publicité mensongère. Et donc là aussi, il y a des choses à faire. Il faut que les sociétés, que les télévisions arrêtent de faire passer ces publicités de tradipraticiens. Face aux dangers encourus par les populations, le ministère de la Santé se dit toujours déterminé à lutter contre ces cabinets médicaux et paramédicaux qui envahissent le pays. Mintoufal Sidibé, inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de la Santé, souligne que beaucoup de cas sont en train d'être traités en justice. Tout cela pour assainir le secteur. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 12h10, vous suivez le grand journal. Cheikh Tidiane Gadio ne veut pas monter dans le train express régional de Macky Sall.
L'ancien ministre des Affaires étrangères a critiqué à fond ce projet du chef de l'État. Il soutient que ce n'est pas opportun vu les priorités en matière d'emploi. Il propose en lieu et place du tiers un programme express régional en direction des jeunes du Sénégal. Cher Tidiane Gadio est au micro de Lamine Ba. Il y a des choix de développement qui posent problème. Il y a surtout des priorités qui posent problème. Dans un pays où on n'a pas réglé la question de l'agriculture, on n'a pas réglé la question de l'éducation, ni de la santé, ni des infrastructures minimales, la question de la paix dans le sud, un pays qui a tous les problèmes que nous savons, les priorités à notre avis sont mal placées. Le nouveau gouvernement a d'autres options. On va voir ce que ça va donner, mais les Sénégalais se posent énormément de questions, comme vous dites, sur les priorités accordées à ces questions, alors que d'autres questions vitales sont loin d'être résolues. Maintenant, on nous parle d'un train express régional. Est-ce que c'était ça aussi la priorité de l'heure pour les Sénégalais? Surtout, comme je dis, les zones où le train va passer, avec cette vitesse dont on nous parle, et qui n'est pas aussi importante que ça, parce que si le train fonce trop, il risque de dépasser les 36 km de train et aller trop loin. Il faut qu'on soit raisonnable pour qu'on sache que ce train va traverser des zones où des Sénégalais ne mangent pas une seule fois par jour. Ou s'ils mangent une fois par jour, c'est tout. Et où des jeunes sont en train de mourir dans le désert, brûlés par le soleil, ou en train de se noyer dans les océans, parce qu'on n'a pas pris en charge la banlieue, parce qu'on n'a pas réglé les problèmes de la jeunesse dans ce pays. Ça, c'est le plus grand échec de l'histoire du Sénégal, l'échec le plus retentissant, c'est le mauvais traitement accordé à la question de la jeunesse. Nos gouvernements devraient, au lieu de faire un train express régional, que nos gouvernements se concentrent d'abord vers des programmes express vers les jeunes, plutôt que vers ce genre de projets. Cher Tidiane Gadio, le patron du parti Louis Jotna, était en visite politique à Ziguinchor. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre, une date qui marque les esprits parce qu'elle rappelle la disparition de Serigne Saliou Mbacké il y a 9 ans. À Toubal, on continue de parler de son humanisme. Serigne Saliou Mbacké s'est beaucoup investi pour le rayonnement du mouridisme. Correspondance Papa Balagay. Cinquième khalife de Serigne Touba, voilà 9 ans que Serigne Saliou quitta ce bas monde. Un homme de Dieu que les fidèles talibés portent encore dans leur cœur. Serigne Babacar Ndiaye, un fidèle. Serigne Saliou a donné une bonne éducation aux jeunes et aux adultes. Il n'y avait rien auparavant, mais il nous a mis sur le droit chemin. Trouvé au sortir du mausolée de son regretté marabout, Seydina Omar Diop garde toujours des souvenirs de lui. C'est grâce à Serigne Saliou que nous sommes sauvés de la mauvaise passe. On a perdu, mais on ressent sa présence partout où nous sommes et on rend grâce à Dieu. Au seuil de sa maison, c'est le calme plat. Quelques entrées et sorties. Pour un homme de sa dimension, le vieux Moustapha Fall s'abreuve encore de son humanisme. Que tu sois mouride, que tu ne sois pas mouride, quand tu as des problèmes, où que tu te trouves, tu penses à Serigne Saliou. Je ne parle pas de l'œuvre en tant que l'œuvre financière au niveau de Touba. Parce que lui, il était au devant de la scène. Ce qui veut dire que lui, il ne se considérait pas comme quelqu'un pour qui le mouridisme doit œuvrer, mais c'est lui qui doit œuvrer pour le mouridisme, dans son comportement, dans ses leçons. En tout cas, nous le regrettons jusqu'à présent. Sans tambour ni trompette, l'anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Saliou est célébré dans la sobriété, dans la ville sainte de Touba. Papa Balagay, Touba, Radio Futur Média. Des nouvelles des 13 jeunes arrêtés à Fatick. Ils pourraient être présentés au procureur aujourd'hui. Ils sont toujours au commissariat central de Fatick. Nous y reviendrons avec notre correspondante Aminata Goudiaby. La suite de ce journal. RFM. L'actualité internationale. Georges Diop, la situation en Gambie, la CEDEAO semble ne pas parler d'une même voix. Le président de la Guinée contre le recours à la force. Oui, Alpha Condé n'est pas d'accord pour une intervention militaire en Gambie si Yaya Jammeh refuse de quitter le pouvoir. Le président guinéen, au micro de BBC, préfère plutôt le dialogue. Le grand problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il faut qu'on rassure. Quand quelqu'un perd le pouvoir, il faut qu'on rassure, ça dit qu'on ne va pas le poursuivre ses partisans ou sa famille, etc. Si eux, ils n'ont pas peur, leur entourage, ils ont peur que ça nous soit une chasse aux sorcières. Mais j'espère que nous pourrons trouver une solution pacifique à la situation de Gambie. Donc j'espère que le moment venu, je vais discuter avec lui pour qu'on essaie de trouver une solution. Je ne crois pas que l'intervention militaire soit une bonne solution, si on peut l'éviter, parce que l'intervention militaire entraîne toujours des morts, si on peut l'éviter. J'espère qu'on pourra l'éviter par le dialogue.
Alpha Condé, le président guinéen, lors d'une visite en Turquie. Et pendant ce temps, Adama Barrow invite Yaya Jammeh à quitter le pouvoir de manière paisible, comme les colons l'ont fait dans les années 1960, Abdourahmane Diallo. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le président élu gambien a invité tous les Gambiens qui aiment la paix de travailler et de prier pour un transfert paisible du pouvoir exécutif pour la première fois dans l'histoire du pays depuis l'indépendance. Adama Barrow d'ajouter que si les colons ont pu transmettre le pouvoir de manière paisible, en accord avec la volonté des Gambiens, les citoyens doivent eux aussi montrer un meilleur exemple à leurs enfants. Depuis l'indépendance, la Gambie n'a pas eu d'alternance paisible. Après avoir accepté sa défaite aux dernières élections présidentielles, Yaya Jammeh avait finalement mis en cause la victoire de Barrow en invoquant des irrégularités dans le décompte des résultats. D'ailleurs, il a même déposé un recours auprès de la Cour suprême. N'empêche, l'investiture de Adama Barrow est prévue pour le 19 janvier prochain. En République démocratique du Congo, 19 militants du mouvement citoyen Lucha ont été libérés. C'est hier que les autorités congolaises les ont libérés. Ils ont été arrêtés lors de manifestations contre le maintien au pouvoir du président Kabila. Le responsable du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, José Maria Aranas, a confirmé ces libérations, mais dit rester préoccupé par le sort de 6 à 7 autres activistes pro-démocratie arrêtés de manière arbitraire depuis au moins une semaine. Il s'est confié à l'agence France Presse, l'AFP. Et pendant ce temps, les Congolais attendent un accord le 30 décembre. Les négociations, le dialogue politique initié par les évêques reprend dans les prochaines heures. Donald Trump, Denis Sassou Nguesso, aucune rencontre entre les deux hommes. Le porte-parole du président Trump a démenti toute rencontre avec le président congolais. C'est la présidence congolaise qui avait annoncé que Sassou Nguesso et le président élu des États-Unis allaient se rencontrer pour discuter de la crise libyenne. Seulement, le camp de Trump précise qu'il n'y aurait pas de rencontre de ce genre avant la prise de fonction de Donald Trump le 20 janvier prochain. Et pour terminer, en Afrique du Sud, les filles et femmes peuvent bâiller au corneille. Le plus célèbre criminel du pays, un violeur en série, est mort. Les causes du décès de Ananias Matt ne sont pas connues. Il a été condamné pour 64 chefs d'accusation à 54 ans de prison. Le juge l'avait qualifié de vicieux anormal. Le seul prisonnier, Antoine, à s'être échappé de la prison la plus sûre de Pretoria. C'était en 2006. Merci Georges Dethié-Diop. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. En ouverture de cette page des sports du basket. Oui, pour parler de la 5e journée du championnat national chez les filles, avec cette attraction cet après-midi à 19h au stadium Marius Ndiaye, l'AS Ville de Dakar qui va jouer contre l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Deux équipes qui se connaissent et qui comptent donc beaucoup d'internationales dans leur effectif. Sodekam nous dit les enjeux de cette rencontre. Une belle affiche pour clore la phase allée de la poule B avec cette 5e journée. AS Ville de Dakar, UGB, deux grosses écuries du groupe B. L'AS Ville de Dakar, qui a réussi 4 victoires en autant de sorties, aura la lourde charge de se défaire des étudiantes de l'UGB qui n'ont enregistré qu'une seule défaite. L'enjeu est de taille, nous dit Pape Mor Bassignan, journaliste sportif. L'AS Ville de Dakar nous s'approcher des playoffs en 4 victoires, tandis que l'UGB voudra gagner cette rencontre et rester dans la course, les playoffs, même s'il reste encore 5 journées dans la phase de tour. Même si cette année, l'UGB a perdu beaucoup de joueurs. Ces deux clubs joueuses, tous deux, ont besoin d'une victoire. Pape Mor Bassignan revient sur les forces et faiblesses des deux protagonistes. Au niveau de l'UGB, ce sera dans le secteur intérieur, face à l'AS Ville de Dakar, où on retrouve Ramata Dao, Fatou Mbaye, mais aussi d'autres joueurs qui étaient là, qui ont joué la finale perdue championnat l'année dernière face au Duc. Les faiblesses des deux équipes se trouvent au niveau du jeu intérieur si on prend l'équipe de l'UGB et au niveau de la main si on prend l'équipe de l'AS Ville de Dakar. Parce que depuis le départ de Fatou Dia, on a vu qu'au niveau de l'AS Ville de Dakar, le secteur de la main a quelques difficultés. L'affiche se joue entre le leader de la poule B, AS Ville de Dakar, et le 3e au classement UGB. La rencontre est prévue ce soir au stadium Marius Ndiaye.
Le basket, toujours avec le tournoi national des jeunes. Oui, le tournoi national des jeunes, Antoine, avec la finale de cette compétition qui a regroupé toutes les équipes jeunes des régions. À l'affiche chez les filles, Dakar joue contre Thiès, et chez les garçons, Saint-Louis Basket Club l'équipe de Saint-Louis sera opposée à celle de Dakar. Selon Hassan Baye, responsable de l'organisation, le tournoi s'est bien déroulé avec un niveau acceptable, ce qui prouve que dans les régions, on travaille pour former la petite catégorie dans les conditions afin que cette jeune génération puisse maîtriser dès le bas âge les règles du basketball pour assurer également la relève. Selon toujours Hassan Bey, la direction technique nationale va pouvoir également mettre en place des sélections de jeunes pour la catégorie des U16 et des U18. Le basket toujours, Antoine, avec le programme de la 5e journée, avec chez les filles Asfo qui joue contre l'équipe de Don Bosco. La SV de Dakar, on l'a dit, contre UGB. À Saint-Louis, l'équipe de Saint-Louis Basket Club reçoit l'Union sportive de Wakam. Et chez les hommes, Mboro joue contre l'équipe de l'ASFA. Le football avec la CAN 2017 au Gabon, l'heure est à la publication des listes. Et le Gabon a rendu public la liste des 23 joueurs retenus pour défendre les couleurs nationales sur donc, les terres gabonaises. Il s'agit donc de 23 panthères, parmi lesquels 4 nouveaux joueurs qui sont appelés pour la première fois à défendre les couleurs nationales. Yves Antonio Ogoula. Le Gabon se lance dans la Coupe d'Afrique des Nations à la maison avec 4 joueurs qui vont porter pour la première fois le maillot vert, jaune, bleu et jouer la CAN. Le technicien espagnol José Antonio Camacho a tendu la main à l'attaquant Denis Bouanga du FC Tours en Ligue 2 française. Autre nouveauté, le jeune milieu gabono-suédois qui a joué en 2011 l'Euro des moins de 19 ans avec la Suède, Serge Ngouali. Et deux locaux, le défenseur Franck Perrin du Stade Mondji, club de Ligue 1 basé à Port-Gentil, et Cédric Ondo-Biogé du CF Mounana, deuxième meilleur buteur du championnat avec 5 réalisations. Tous les cadres sont au rendez-vous. Pierre-Emerick Aubameyang, le monsieur but de Dortmund en Allemagne, figure dans la liste, tout comme Mario Lemina, le milieu de terrain de la Juventus de Turin en Italie. A noter le retour après acte d'indiscipline du milieu de Sunderland en Angleterre, Ibrahima Ndong Didier. Le patron de la défense gabonaise, Bruno Ekoulemanga, sociétaire de Cardiff FC au pays des Galles et de la partie. L'inamovible Didier Ovono et Bon va garder les cages gabonaises. 3 joueurs dont un local sont sur la liste d'attente où ne figure pas le milieu Frédéric Bulot de Reims en France, tout comme le défenseur Moussavou King de Toulouse. Le Gabon joue le match d'ouverture le 14 janvier contre la Guinée-Bissau. 4 jours plus tard, les étalons du Burkina Faso seront au menu des Panthères et le 22 janvier, on suivra le choc Gabon-Cameroun. Yvan Antonio Goula, Libreville, RFM. Yvan termine avec cet après-midi la signature d'une convention entre l'ONCAV, la structure qui s'occupe de l'organisation des Navetanes, et le FD Sud de l'ARTP. La convention donc va être signée cet après-midi à 17h. Ce sera dans le salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor en présence du ministre des Sports Matarba, mais également une cérémonie qui sera présidée également par le directeur général de l'ARTP, Antoine. Malal Junior Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. Chronique du jour, Mbaye Sidi Mbaye. Nous parlerons d'éthique et mandat électif. En Afrique, un candidat à l'élection présidentielle est toujours très humble, modeste, bien élevé et forcément rénovateur dans ses annonces. Il comprend tous les problèmes des populations et leurs frustrations qui en ont: pauvreté, injustice, chômage, insécurité et autres. Il décline les grands principes républicains, jusque-là négligés par ses prédécesseurs. La liberté de penser, la liberté d'exprimer ses pensées. Il prend l'engagement d'être le défenseur des principes annoncés dans la Constitution et même il promet de les approfondir. Mais une réflexion de Georges Clemenceau nous ramène à la raison. On ne mange jamais, nous dit-il, autant qu'avant les élections. Le candidat prend l'engagement solennel de respecter ses promesses et de rendre le pouvoir aux électeurs à la fin de son mandat. Pour être convaincant d'ailleurs et crédible, il cite Léopold Sédar Senghor. Il faut savoir quitter la table. La fin du mandat, hélas, arrive toujours trop vite. On n'a pas terminé ses projets. Il faut donc réaménager,
réaménager le terme du séjour présidentiel. Une réforme essentielle risque d'être enterrée si on la laisse à d'autres. Il y a aussi ce projet dont le financement est bouclé et dont le premier coup de pioche doit être donné bientôt. Argument. Rien n'y fait. Ces arguties n'émeuvent ni l'opinion, ni l'opposition, ni la société civile. Le parti au pouvoir prend parti, fait et cause pour son chef. Soutiens et émotions se multiplient. On n'a jamais eu un tel président. Au diable la limitation du mandat, il faut le prolonger. Au diable d'ailleurs les promesses de campagne. Bien sûr, c'est le début du Capharnaüm. Le droit perd ses droits. La Constitution est retouchée, le coup d'État est propre et le navire vogue et vogue. Il y a donc 3 sortes d'aristocratie, conclut Jean-Jacques Rousseau. Aristocratie naturelle, aristocratie héréditaire, aristocratie élective. Les présidents installés seraient alors des aristocrates, à ne pas déranger. Mugabe, Biya, Sassou, Obiangema, Kabila, Yaya Dame, j'en oublie peut-être encore. RFM, la presse du jour. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une de l'Observateur, un homme costume cravate tout en train. Le big boss du Parti socialiste occupe toute la tribune du journal. Et pour cause, le confrère le met au banc des accusés. Accusé de violer les textes du parti au quotidien. Pas de comité central depuis 2014. 6 mois sans réunion du bureau politique. La conclusion du confrère est sans appel. Le Parti socialiste vit des heures sombres, divisé par une guerre interne, on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est qu'au TD, le républicain violait allègrement les textes de la formation de Senghor. Interrogé à cet effet pour donner son point de vue, ou plutôt le point de vue du parti, Maître Moussa Bokar Thiam, le porte-parole adjoint du PS, enfourche ses grands chevaux. Il n'y a aucune disposition des textes du Parti socialiste qui sanctionne la non-tenue à date régulière d'une réunion d'un organe. On enchaîne sur ce scandale au ministère de l'Assainissement, marché fictif et détournement public. Plus de 600 contrats fictifs pour un préjudice de 2 milliards de francs CFA. Croit savoir le journal Enquête, le directeur de l'assainissement, Arona Traoré, et 4 entrepreneurs déférés au parquet. Micmac à l'hydraulique, le DAF, le DAGE, cuisiné, eux aussi à la gendarmerie, complète le journal AS. Le chef du bureau de l'administration et des finances, Abdoulaye Ndiaye, écroué. Élargi de prison vendredi, il a été arrêté le lendemain suite à une plainte de l'agent judiciaire de l'État pour détournement de deniers publics, rappelle pour sa part Vox Populi. Le dossier Aïda Ndiong et l'enrichissement illicite, la suite du feuilleton judiciaire. 11e prolongation pour la bonne dame. Selon Libération, l'instruction de ce dossier a été encore prolongée par ordonnance rendue par la commission d'instruction de la Cour des répressions de l'enrichissement illicite il y a jusqu'à 48 heures. Une fois de plus, c'est encore, note le journal L'Expert s'archuit des biens de la Lion du Baol qui a sollicité cette mesure. Par ailleurs, si le rapport de l'expert est encore attendu dans le cadre du dossier Aïda Ndiong, le dossier Abdoulaye Baldé, lui, semble être dans son dernier tournant, croit savoir encore Libération. L'expert Pape Albourindao a communiqué depuis des lustres après avoir analysé les différents mouvements financiers dans les comptes du maire de Ziguinchor, de son épouse, mais aussi de Ganangom, propriétaire sur le papier de la société Delgas. Selon des sources haut perchées, la CREI devrait entendre prochainement le maire de Ziguinchor sur les conclusions du rapport de l'expert et on peut s'attendre, prédit le journal, à un bouclage total du dossier d'instruction d'ici à février. Titre du confrère, le dossier d'Abdoulaye Baldé dans le dernier tournant. S'achemine-t-on vers le dernier tournant dans le bras de fer Diamé-CEDEAO? À lire la tribune de ce matin, c'est oui, presque la seule issue, la guerre. Diamé bientôt délogé, d'ailleurs, souligne le journal. Mais question, comment l'organisation sous-régionale compte installer Barrot si la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO garde secrète la date du déploiement de ses forces en Gambie, note le journal. C'est qu'elle s'est accordée sur la stratégie pour installer Barrot
Au pouvoir le 19 janvier prochain, les moyens logistiques et organisationnels vont être fournis par les Nations Unies en rapport avec les CEDEAO. La force sous-régionale pourrait ne pas attendre la date de l'ultimatum pour engager l'épreuve de force avec le dictateur. C'est par effet de surprise que tout devrait se faire. Le confrère rappelle qu'un contingent de l'ECOMOG est disponible avec 600 soldats du Nigeria, du Burkina, du Sénégal, du Togo et du Niger. Mais attention aux Yengoular, cette milice d'assassins et spécialistes des sales besognes en Gambie qui sont en train de se prépositionner en Casamance pour prêter main forte à Salif Sadio. Colonel Malik Sissé qui tire la sonnette d'alarme. Selon cet officier supérieur à la retraite, notre armée aura affronté nos propres rebelles lourdement équipés sous les ordres des généraux gambiens porteurs de gris-gris. C'est pourquoi Colonel Sissé est partisan d'une guerre préventive pour neutraliser l'homme fort de Banjul. Pour chasser un lion, dit-il, il faut penser en lion et non en termes de souris. Bonne lecture à tous. Mohamed Ali Mouba, merci. Rétrospective culture 2016, l'année des cinquantenaires. Les acteurs culturels se sont rappelés le premier festival mondial des arts nègres, mais aussi la création des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. 2016, c'est également la Biennale des arts contemporains, le Dakar, le Fesnac, entre autres. C'est durant l'année 2016 que le sculpteur Ousmane Sow a tiré sa révérence. Le film sonore d'Até Diop. 2016, une année charnière dans la marche du Sénégal culturellement. Elle marque le cinquantenaire du premier festival mondial des arts nègres initié par feu le président poète Léopold Sédar Senghor en 1966. Sous la houlette de la communauté africaine de culture Sénégal CACSEN, le Sénégal a tout au long de l'année finissante commémoré l'événement. Alpha Amadoussi, président de la CACSEN. C'est pourquoi nous en avons fait le lancement et on a dit donne-nous le temps et les moyens d'avoir des intellectuels, d'avoir les moyens financiers, la logistique que requiert un grand colloque pour réfléchir sur le bilan et les perspectives. Nous allons clôturer par un grand événement qui est le colloque international sur mémoire et actualité. Les manufactures sénégalaises des arts décoratifs avec leurs tapisseries qui ont fait le tour du monde ont aussi fêté leur demi-siècle de vie. Un vernissage itinérant entre la capitale du rail et Dakar a permis aux Sénégalais de redécouvrir le riche potentiel artistique de l'institution. Aloïs Diouf est le directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. 50 ans de vie, 50 ans d'activité, 50 ans qui ont contribué à l'image du Sénégal dans le rayonnement artistique au niveau du monde, parce qu'à l'époque, le président Senghor en avait fait un instrument de diplomatie, un instrument pour faire vivre l'art nègre, pour montrer au monde que nous avons une culture, que nous avons une histoire. Mais disons que les premières notes culturelles de l'année 2016 ont retenti du 3 mai au 2 juin avec la Biennale des Arts Dakar, 12e édition du genre. Pendant un mois, Dakar a été la capitale des arts contemporains du continent. C'est une grande fête panafricaine et c'est un devoir, une obligation pour nous de venir voir la création contemporaine africaine. Voilà, et rencontrer les professionnels, participer à cette belle fête africaine. La conférence de préfiguration du musée des civilisations noires en prélude à l'inauguration de ce bijou culturel a aussi été une date phare de l'agenda culturel de l'année qui donne ses derniers coups. Mbagnick Ndiaye est le ministre de la Culture. Le musée est achevé grâce à la coopération entre la République populaire de Chine et le gouvernement du Sénégal. Nous nous attelons à trouver un contenu physique, 60 objets d'art retraçant la civilisation noire d'une manière générale. Nous sommes prêtés par la République égyptienne. L'histoire retiendra aussi que c'est au cours de cette année charnière que le Sénégal a perdu l'un de ses plus dignes fils dans le secteur des arts. Ousmane Sow, l'académicien, l'orfèvre de la sculpture, a tiré sa révérence. C'était le 1er décembre, à l'âge de 81 ans. Le président de la République, Macky Sall, lui a rendu un vibrant hommage. L'homme que nous accompagnons aujourd'hui, en sa demeure ultime, fut un grand Sénégalais. Que le monde entier le célèbre n'est dès lors point étonnant.
Aujourd'hui encore, ses œuvres, personnages mis en scène sous fond de récits, sont exposés au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Par ses œuvres, il figure en majesté dans la sublime loge des immortels. Immortel comme académicien, immortel comme créateur puissant dont l'inspiration accompagnera toujours les créateurs. Avant cette lourde perte, la faucheuse a frappé dans le secteur de la musique. Ndiouga Dieng, un des doyens du mythique orchestre Baobab, n'est plus. Il a été arraché à notre affection dans la nuit du 9 au 10 novembre, des suites d'une longue maladie. Le témoignage de Youssou N'Dour. Je suis peiné, je suis vraiment triste. Ndiouga, c'était quelqu'un de bien, c'était un grand frère, c'était aussi quelqu'un de très talentueux. Le Cap-Vert a perdu un digne fils, l'art a perdu un digne fils, mais aussi Bargny a perdu un digne fils. Quelqu'un qui a vraiment tout fait pour préserver les valeurs. Ndiouga, c'était aussi quelqu'un qui a fait énormément avec l'orchestre Baobab et c'est quelqu'un vraiment de bien qui vient de le quitter. Youssou N'Dour, le président directeur du groupe Futur Média, a lui aussi perdu un élément essentiel. Adja Degen Chimère Diallo Babou, animatrice de l'émission Waref, est décédée. jamono ji yaa ngi ci tiis yaa ngi ci naqa waaye nangu dogalu suñu borom bi ndax àddina du kër. Restons avec le roi du Mbalar pour agiter des notes beaucoup plus gaies. Après Sénégal Rec, l'artiste est revenu avec Africa Rec, un album international de 13 titres dont la sortie officielle avait eu lieu le 5 novembre dernier. Gorée, un des titres phares de la production. Daraji, la bande à Fada Freddy et Ndongo Di s'est aussi illustrée avec un album international dans lequel les artistes ont titillé la langue chinoise. La sortie de prison du lead vocal du Ramadan a été aussi une bonne nouvelle pour la musique sénégalaise. Mêlé dans une affaire de faux billets de banque, Thione Seck était poursuivi pour blanchiment de capitaux. Le cinéma aussi n'a pas été en reste. La jeune génération de réalisateurs a fait bonne figure lors du Clap d'Ivoire 2016 avec 3 distinctions. Cela au moment où leurs doyens Moussa Touré, Ousmane William Mbaye ou encore Alain Gomis ont sorti sur le marché de nouvelles productions. Il s'agit respectivement des films Bois d'ébène, Kemtuou, Cheikh Anta Diop et Félicité. Fais le silence. Fais le téléphone. 33 à 66 premiers. Kolda, la capitale du Fouladou, accueillit depuis hier la 9e édition du FESNAC, le Festival national des arts et de la culture, et ce, jusqu'au 31 décembre. Mais durant l'année 2016, des acteurs culturels se sont tristement signalés. Ils ont fait les unes des journaux et réseaux sociaux avec des images obscènes, voire extravagantes. La danseuse Mbathio Ndiaye et la chanteuse DS Major, au banc des accusés. À l'année prochaine, culturellement. Ndate Diop, merci. Les difficiles conditions de vie des artistes, notamment des anciens, il en a été beaucoup question en 2016. Certains n'hésitent pas à dire que l'État ne s'acquitte pas vraiment de ses devoirs, tout le contraire pour le ministère de la Culture, tout comme certains journalistes culturels qui s'expliquent dans ce dossier d'Ousmane Gueye. Les mauvaises conditions de vie des artistes, on en a beaucoup parlé au cours de cette année finissante. La comédienne Ramatoulaye Thiam, dite Rama, dit vivre de réels problèmes au quotidien. Nous n'avons rien. On est là à formuler des arriérés de location, patati patata. On n'arrive pas à régler nos problèmes. Et nous devons être aidés, nous devons être bien aidés. Nous sommes tous fatigués. Hommes et femmes. Madame Sall a fait un geste pour moi, mais je demande au président ou bien à Madame Sall de me recevoir
pour que nous puissions parler avec eux. Nous voulons rencontrer son Excellence M. Macky Sall ou bien la Première Dame. Loyer, santé, production, du côté du ministère de la Culture, on soutient ne pas pouvoir prendre en charge toutes les difficultés des artistes. Abdoulaye Koundoul est le directeur des arts. Vous savez, les artistes sont très militants, mais est-ce une raison pour demander à l'État de les prendre en charge? C'est totalement intégral. L'État a l'obligation de mettre en place le cadre qui permettrait une bonne prise en charge de ces artistes. Je pense que l'État s'y met. Pendant qu'on parle du soutien aux artistes, Abdoulaye Koundoul, donnez-nous des nouvelles de Baipel. Baipel est chez lui. Il a été hospitalisé il n'y a pas longtemps. Le président se souciant de l'état de santé de Baipel, puisque lui-même avait ordonné à ce qu'il soit hospitalisé et suivi de très près, que son médecin personnel qui a été dépêché pour suivre le cas de Baipel. Les autorités ont beaucoup fait, c'est également ce que pense le journaliste culturel Alioune Diop. Notre confrère de la RTS s'explique. Je crois que l'État a joué son rôle, même si dans la vie on en redemande toujours, c'est normal. Avec l'existence maintenant effective de la mutuelle de santé des acteurs culturels subventionnés par l'État du Sénégal à hauteur de 35 millions de francs CFA, je crois que c'est un acte concret et posé par l'État du Sénégal, c'est mon point de vue. Maintenant, même si de façon indirecte, on peut expliquer comment l'État pense au lendemain des artistes. On peut tenir compte des faits qui sont palpables aussi. Par exemple, la décision d'augmenter le budget de la Biennale des Arts Contemporains, c'est un acte assez important posé. La décision prise au mois de novembre par l'État toujours qui va augmenter le fonds d'aide à l'édition et depuis le 1er décembre aussi, ce qui est effectif, c'est le fonds d'aide aux cultures urbaines. C'est des acquis quand même posés par l'État qui se soucie des artistes en termes d'après-carrière, on peut le dire. Abdoulaye Koundoul revient sur la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels et c'est pour faire ces précisions. Ça a été l'occasion pour le ministre de la Culture d'annoncer que l'adhésion est de 7 000 francs CFA par an et cette adhésion a été subventionnée par l'État à hauteur de 3 500 francs. En clair donc, l'artiste lui-même ne déboursera que 3 500 par an, de même que chaque membre de sa famille. Et mieux encore, le ministre de la Culture a mis en place une autre subvention à hauteur de 35 millions qui permet aux 17 500 premiers adhérents de bénéficier de cette subvention. Abdoulaye Koundoul annonce que l'administration de la mutuelle est déjà mise en place, seulement il regrette le fait qu'il n'y ait pas encore de grand nombre pour les adhésions, d'où cette conclusion. Peut-être même pour amener les gens au paradis, il faut peut-être les y amener pieds et poings liés. Le portrait de cette rétro-culture, c'est celui de Feu Ousmane Sow, le célèbre sculpteur. L'académicien est décédé le 1er décembre dernier. Une grosse perte pour la culture sénégalaise. Ousmane Sow était un géant, un monument. Son portrait est réalisé par Mohamed Talimouba. Jeudi 1er décembre 2016, à l'heure où pointe l'horreur, quelque part sur les berges de Dakar, un baobab de l'art africain s'affaisse à l'âge de 81 ans. Ousmane Sow, le sculpteur à la main d'or, s'en va sur la pointe des pieds. Un géant de l'art contemporain qui maîtrise ses géants du simple regard. En fait, Ousmane Sow a sculpté très tôt tout en exerçant son métier de kinésithérapeute. Mais c'est à l'âge de 50 ans qu'il se consacre exclusivement à ce métier. Ousmane a été révélé au monde par le Centre culturel français en 1987 où il a présenté sa première série sur les lutteurs Numba. 1993, une autre grande exposition en Allemagne. 1999, son exposition sur le pont des Arts au printemps attira plus de 3 millions de visiteurs. Grâce à son talent incroyable et par le réalisme de ses créations, il finit par réaliser en 2013 son plus grand rêve, entrer dans l'Académie des Beaux-Arts. Il devient alors le premier Africain à y arriver, puisant son inspiration jusque dans la photographie et le cinéma. L'homme sculpteur fait redécouvrir un art d'une vision poétique. Au Sénégal, Ousmane Sow, c'est aussi la controverse autour du monument de la Renaissance érigé par le président Abdoulaye Wade. À l'époque, il avait accusé le président d'avoir volé son idée. Qu'à cela ne tienne, Ousmane Sow a cultivé son art jusqu'au dernier souffle. Interrogé au sujet de ses créations, il dit: il y a au départ
des déchets de colle altérés que je mélange avec d'autres produits avant de mettre au monde mes œuvres. L'œuvre intitulée Zoulou, les guerriers conquérants d'Afrique du Sud est considérée comme sa plus charmante histoire. L'œuvre a été vendue à prix d'or, un record dans le marché occidental où l'art africain a encore du mal à trouver son chemin. À sa mort, la France a rendu hommage à un homme du monde, le Sénégal, un vaillant fils. En 2016, il a été question des fonds d'appui aux artistes, des appuis financiers sur fond de polémique. Souvent, soit ils tardent, soit ils n'arrivent pas à bon port. 1 milliard de francs CFA a été débloqué pour aider le cinéma et l'audiovisuel. Mais les acteurs se demandent par où est passé cet argent. L'éditorial de Binta Diallo. Les cinéastes sont restés sur leur faim en cette fin 2016. C'est parce qu'ils n'ont pas compris, et avec juste raison d'ailleurs, pourquoi le milliard de francs CFA alloué au secteur de la cinématographie et de l'audiovisuel n'a pas été dépensé. Au terme de l'année budgétaire qui s'écoule, l'enveloppe pourrait constituer des fonds perdus. Combien de jeunes Sénégalais ont remporté des palmes et attendent d'être financés? Sur les plateaux de télévision, on les a entendus dire qu'ils font souvent recours à l'autoproduction. Et pourtant, c'est pour mettre fin à cette autoproduction que l'État du Sénégal, depuis 2002, a mis en place le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Le comité de gestion du FOPICA n'a pas communiqué sur le pourquoi aucun projet n'a été financé en 2016, contrairement à 2015. Il faut en tout cas assouplir les conditions à remplir pour bénéficier d'un appui à la production cinématographique, des productions de qualité qui reflètent bien entendu nos réalités culturelles, capables de combattre les telenovelas importées de je ne sais d'où pour venir abrutir nos jeunes. Les fonds dédiés à la cinématographie, tout comme les autres fonds dédiés à certains secteurs de la culture, doivent faire l'objet d'une évaluation annuellement. Il s'agit notamment du fonds d'aide à l'édition d'un montant de 600 millions de francs CFA au nom de la transparence. Il faut savoir si l'argent est allé aux ayants droit. Cela permettra d'éviter les détournements d'objectifs. C'est également valable pour les fonds d'aide aux artistes et au développement de la culture. 300 millions de francs CFA chaque année logés à la direction des arts. Aucune communication là également autour de ce soutien que l'État apporte aux artistes. Un autre fonds d'appui qui sera opérationnel à partir de 2017, ce sera le fonds d'appui aux cultures urbaines. 300 millions de francs CFA. Le hip-hop sera servi à condition que la distribution de l'enveloppe se fasse de façon judicieuse. Sauf qu'au Sénégal, l'État intervient dans le secteur de la culture, mais ceux qui ont en charge de ces enveloppes ont un problème particulier avec ce que l'on appelle la communication. L'argent du contribuable sénégalais que l'on distribue ne fait pas l'objet d'audit au nom d'une gestion sobre et vertueuse. Et nous allons boucler cette rétro avec l'invité qui est le ministre de la Culture et de la Communication. Mbagnick Ndiaye répond aux questions de Naté Diop. Notre invité, M. Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Naté. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2016. Si on faisait le bilan, que peut-on retenir? Merci Naté. Le ministère de la Culture et de la Communication a mené un certain nombre d'activités dans plusieurs secteurs. Durant l'année 2016, nous avons déjà mis en place pour la consolidation et la préservation de la santé des acteurs culturels une mutuelle des acteurs culturels. Cette mutuelle entre dans le cadre de la vision globale du chef de l'État, qui est de réussir la couverture maladie universelle. Et les acteurs culturels, en mettant en place cette mutuelle, contribuent non seulement à leur prise en charge du point de vue sanitaire, mais à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le deuxième élément fort dans le cadre social, c'est le recrutement de 24 acteurs culturels pour renforcer le personnel au niveau décentralisé, c'est-à-dire au niveau des régions. Depuis des années et des années, il n'y a pas eu ce recrutement. Du point de vue des actions sociales aussi, nous avons réussi, grâce à l'appui et à l'attention du monsieur le chef de l'État, à résorber les arriérés de cotisation sociale des travailleurs de Sorano.
Cette cotisation s'élève aux environs de 93 à 98 millions. C'est extrêmement important. Maintenant, du point de vue de l'amélioration des conditions de travail, l'ensemble des 8 régions sont dotées de véhicules. L'ensemble des 8 régions sont dotées de mobilier de travail performant. Par rapport aux livres, nous avons appuyé les éditeurs. Nous avons appuyé aussi les écrivains particuliers à publier leurs ouvrages. C'est à peu près de 400 ouvrages qui ont été publiés. Si on prend le cinéma, les premiers films subventionnés par le FOPICA sont sortis. Et nous allons faire une cérémonie de remise de ces éléments à monsieur le chef de l'État pour lui dire que cette géniale et généreuse idée qu'il avait de mettre 1 milliard à la disposition du cinéma a produit des résultats extrêmement importants. La politique culturelle, c'est aussi la gestion, la conservation, mais aussi le développement du patrimoine. Sur le patrimoine, nous avons identifié plusieurs sites patrimoine que nous sommes en train de remettre en œuvre. Les mausolées de Mabadiaho dans le Sine, le mausolée de Komando Fen dans le Sine, le Baobab, cimetière des griots dans la tradition sérère, mais également l'église de Karabane, les mosquées classées de Karantaba, de Banger, mais également tout ce qui est un monument historique tel que Gorée, où nous sommes en train de faire des efforts gigantesques pour vraiment rénover, préserver et faire la promotion de ces infrastructures. Si vous allez à Alouar, Kobilo, là où est né l'Almami Abdelkader Khan, tout ça, nous sommes en train de voir comment restaurer ce patrimoine historique à la fois culturel et religieux. C'est extrêmement important. Monsieur le ministre, pouvez-vous dire un peu sur le patrimoine? On sait qu'il y a une urgence. Il y a Saint-Louis, l'île de Saint-Louis qui risque d'être déclassée. Êtes-vous rassuré que Saint-Louis retrouvera ce titre de patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, mais d'abord, il ne l'a pas encore perdu. C'est-à-dire, nous sommes à la suite de 5 inspections de l'UNESCO pour vérifier si les critères qui ont permis en 2000 à l'île d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, si ces critères sont toujours en train d'être respectés. Il y a 5 missions qui ont constaté qu'à Saint-Louis, nous ne respectons pas l'ensemble de ces critères. Et l'UNESCO de guerre lasse nous a dit, pour être honnête, bon, si vous ne prenez pas des dispositions, nous nous déclassons. C'est pourquoi nous avons pris soin de demander à monsieur le Premier ministre, à monsieur le Président, de tenir un conseil interministériel spécialement destiné à étudier l'ensemble des problèmes qui gravitent autour de cette menace. Mais Saint-Louis risque de ne pas être inscrit sur le patrimoine en péril. Nous allons essayer de sauvegarder ce qui est sauvegardable. Mais je pense qu'avec tous les efforts que l'État est en train de faire, nous ne serons pas inscrits au patrimoine. Bon, s'il arrivait, je crois que ça va être une catastrophe. Mais, monsieur le ministre, l'on retiendra qu'en matière d'infrastructures culturelles, le musée des civilisations noires est parti pour être la plus grande réalisation du chef de l'État. La grande satisfaction, c'est la finition des travaux du musée des civilisations noires. Non seulement les travaux sont achevés, les Chinois nous ont remis officiellement les clés, mais également nous avons organisé une conférence de préfiguration où nous avons déterminé l'orientation du musée. Et lors du dernier voyage de monsieur le Président de la République en France, nous avons signé un accord avec le musée Quai Branly, un accord de coopération et de partenariat. À quand l'inauguration? D'ici mai 2017. Les perspectives pour 2017, quelles vont être les grandes lignes, bien les grandes activités prévues? Les perspectives, c'est nous battre d'abord pour que Saint-Louis soit complètement out sur la liste du patrimoine en péril. C'est la construction de l'École nationale des arts et des métiers de la culture. Notre perspective, c'est de faire en sorte que l'ensemble des structures régionales, les centres culturels régionaux, soient dans de bonnes conditions. Il y a la relance du Grand Prix du chef de l'État pour les arts, mais également pour les livres. 2017, c'est aussi une année où le cinéma doit organiser les récidacs. C'est aussi notre participation au FESPACO. En fin 2017 est une année où le budget est passé de 12 milliards à 27 milliards. Mais nous allons veiller aussi à ce que les conditions sociales de nos agents soient améliorées. Monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye, la RFM vous remercie. Merci beaucoup, Ndate. Merci au ministre Mbagnick Ndiaye. Merci à vous, Ndate Diop, Ousmane Gueye Binta Diallo et Mohamed Alimba, vous qui avez réalisé cette rétroculture. Rendez-vous à 13h avec El Hadj Ndiogoudien. Merci à toutes et à tous.